Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Ma présentation? Très bien. Bon. Oui. Ok, donc voilà, donc l'objectif c'est l'intelligence artificielle et l'éducation. Donc encore une fois, c'est un sujet très vaste et j'ai quand même prévu de partir, si vous voulez, des bases, de rappeler rapidement ce qu'on entend par intelligence artificielle, relativement rapidement, et ensuite d'en parler du point de vue de l'éducation. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, il faut toujours se poser la question de qui est en train de parler, parce que évidemment, en fonction des personnes, bon voilà, on peut être très très biaisé quand Elon Musk ou Sam Altman, qui dirige des business dans l'intelligence artificielle, vous annonce que tout va changer dans 6 mois. Évidemment, ils ont un biais énorme. Ils savent très bien que une annonce, s'ils annonçaient quelque chose qui irait dans l'autre sens, ils perdraient des milliards immédiatement. Donc voilà, il est important de savoir de qui parle et quels sont éventuellement ces biais. Donc en ce qui me concerne, je pense que vous me connaissez tous, je suis le fondateur du réseau des écoles IFEA. Et depuis 2022, depuis le début de ChatGPT en réalité, je m'intéresse aux questions d'intelligence artificielle. J'ai le sentiment depuis le début que c'est quelque chose qui peut changer assez profondément la façon dont est organisée l'éducation, l'école, etc. Et donc, on a créé avec mon associé une société qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle et qui est appliquée à l'éducation et à la santé mentale. De cette création et a été ensuite est ensuite arrivé le projet LISA que certains connaissent déjà, qui lui est un projet non-profit, mais ça vient de cet intérêt autour de l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation et la santé mentale. Je vais essayer dans cette présentation autant que possible d'être très objectif. Alors vous savez que c'est jamais forcément vrai, hein. On a tous nos histoires et nos biais, mais disons d'essayer de vous donner les choses le plus froidement et le plus objectivement possible. Et puis ensuite, évidemment, dans les questions et peut-être parfois je vous donnerai mon avis un peu plus marqué, mais en tout cas, dans un premier temps, je vais essayer encore une fois d'être le plus objectif possible. Donc, pourquoi cette conférence? Je pense qu'il y a pas mal de questions que vous vous posez autour de l'IA et de l'éducation, et pour vos enfants en particulier. Donc, ce soir, je vais me concentrer encore une fois sur 3 questions. Je n'ai pas créé ça en chapitre où j'allais répondre question par question, mais disons l'ensemble de la présentation devrait vous permettre de pouvoir avoir les réponses sur ces 3 questions qui sont qu'est-ce que l'IA change dans l'éducation? Quels sont les risques et les opportunités qu'amène l'intelligence artificielle pour l'éducation de nos enfants, et que faire en tant qu'école, et là je parle au nom d'IFEA, et vous en tant que parents, sur quel point vous devez être vigilants. Pourquoi ça me semble important de faire cette conférence-là et de diffuser ce savoir-là, parce que, eh bien, bon, pour les parents, évidemment, d'enfants qui sont en élémentaire, c'est peut-être un peu moins vrai, mais ça va devenir bientôt. En tout cas, pour des enfants qui aujourd'hui sont au collège et au lycée, c'est vrai à IFEA, mais c'est vrai partout dans tous les collèges et les lycées de France aujourd'hui, et vous le verrez par les données que je vous communiquerai. Tous les enfants de collège et de lycée aujourd'hui utilisent l'intelligence artificielle. On va définir ce que j'entends par là, mais c'est quelque chose qui, pour la génération des collégiens et des lycéens, est absolument une adoption qui est absolument totale. Et donc, notre rôle commun, évidemment, en tant qu'école, en tant qu'éducateur et en tant que parent, c'est évidemment de comprendre les enjeux, de comprendre encore une fois les risques et les opportunités pour mieux les accompagner. Donc voilà, si vous voulez, l'objectif de cette conférence. Donc, comme je l'ai dit, je vais déjà commencer par définir ce qu'on entend par intelligence artificielle. Alors, je vais être très simple. Si je regarde le sondage, je vois quand même que dans les 9 votants, vous pouvez compléter le sondage en haut à droite pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, mais on a en général des gens qui l'utilisent assez régulièrement ou très peu. Voilà, il y a assez peu de gens qui ne connaissent pas du tout l'intelligence artificielle, ce qui va me permettre d'aller un peu plus vite. Mais voilà, on va quand même passer quelques minutes sur cette définition-là. Donc, ce soir, si vous voulez, quand je vais parler d'intelligence artificielle, principalement, je parlerai de ChatGPT ou de quelque chose qui s'apparente à ChatGPT comme Gemini.
C'est ce qu'on appelle des large language models ou encore de l'intelligence générative. Ce sont des outils qui fabriquent du contenu. Le principe, il est très clair et tout le monde est capable de le comprendre. Depuis des années, quand vous utilisez votre téléphone pour faire des messages WhatsApp ou des messages par SMS, eh bien, quand vous avez écrit un mot, on vous propose le mot suivant parce que, de façon probabiliste, on suppose qu'après le mot chien, eh bien, il y a peut-être le verbe d'or. Donc, les probabilités sont celles-là. Eh bien, c'est exactement ce principe-là qui est utilisé pour Gemini ou pour ChatGPT. C'est-à-dire que ChatGPT ou Gemini, donc ce qu'on va appeler ce soir l'intelligence artificielle, réfléchit après le mot qu'il a choisi, que l'intelligence artificielle a choisi, il va choisir le mot le plus probable derrière. Alors, ce n'est pas exactement des mots, c'est ce qu'on appelle des tokens, donc ce n'est pas exactement des mots, mais plutôt de l'ordre de la syllabe, mais peu importe, c'est le même principe. Donc, c'est un modèle probabiliste. Alors, pourquoi c'est quelque chose qui fonctionne? Parce que ceux qui ont je dirais plus de 30 ans, savent que le téléphone n'est pas forcément le plus performant pour pouvoir faire de l'autocomplétion. Pourquoi ChatGPT et puis les modèles identiques font des choses extraordinaires à la fin? Eh bien, c'est parce que les probabilités sont calculées avec une base de données énorme. C'est à peu près tout ce qui a été fait sur Internet depuis la création d'Internet. Donc, ce sont des milliards et des milliards et des milliards de textes. Et donc, avec ça, il est capable de faire des probabilités très justes et donc de créer des phrases cohérentes et même de faire des raisonnements cohérents. Bon, même si à la fin, ça donne des raisonnements cohérents, Yann Lequin, qui est une des personnes les plus éminentes dans le domaine de l'intelligence artificielle, décrit l'intelligence artificielle comme elles produisent un mot après l'autre sans vraiment réfléchir à l'avance à ce qu'ils vont dire. Et c'est assez vrai, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, évidemment, on peut améliorer les choses, et évidemment, les derniers modèles améliorent les choses, mais globalement, ça résonne mot par mot, donc c'est incapable, par exemple, de planifier. C'est quelque chose qui est très dur à faire pour une intelligence artificielle. En tout cas, l'intelligence artificielle ne pense pas, encore une fois, c'est un calcul de probabilité, c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Donc, je vais commencer, même si vous comprenez que je suis quelqu'un qui est résolument optimiste en direction et confiant en direction de l'intelligence artificielle, je vais commencer tout de suite par vous parler de ses imperfections. Parce que je suis sûr que pour ceux d'entre vous, et je suis sûr qu'il y en a qui regardent ça de façon extrêmement méfiante, etc., qui ont entendu toutes les difficultés, tous les dangers de l'intelligence artificielle, je veux qu'on évacue ça pour pouvoir un peu ouvrir les chakras et peut-être élever un petit peu le débat, si vous voulez. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un outil, et comme tout outil, comme toute technologie, elle est loin d'être parfaite, et particulièrement l'intelligence artificielle. La première chose, je dirais, qui est évidente, c'est qu'il y a des problèmes de fiabilité. Et il y a des problèmes de fiabilité, je dirais, il y en aura toujours. C'est quasiment par construction. Vous vous rappelez ce que je viens de vous expliquer sur la complétion, le fait que c'est un mot qui est le plus probable après l'autre. Eh bien, pour l'intelligence artificielle, il va toujours trouver un mot qui est le plus probable après un autre. Et donc, à la suite de mots les plus probables les uns après les autres, il va créer des phrases. Dans tous les cas, même s'il n'a pas les données pour pouvoir répondre à votre question, même si la réponse paraît peu probable par rapport à la question qui a été posée, il va donner une réponse. Et c'est ce qu'on appelle les hallucinations, c'est-à-dire que dans tous les cas, l'intelligence artificielle va répondre à votre question, même s'il n'a pas la possibilité de le faire de façon juste, parce que pour lui, répondre, c'est juste donner la réponse la plus probable, même si elle est fausse. Donc, c'est ce qu'on appelle des hallucinations. Alors, ce qui est problématique, si vous voulez, c'est qu'il va affirmer les choses, qu'elles soient vraies ou fausses, de la même façon, avec la même certitude, avec la même façon d'écrire, voilà. Ça sera impossible, si vous ne connaissez pas la réponse, si vous n'êtes pas calé, de voir qu'il se trompe et qu'il fait une hallucination. Donc, c'est ça un petit peu l'un des dangers, c'est la fiabilité et la partie hallucination. Évidemment, ça vient d'un biais algorithmique que je vous ai donné, qui est le fait que c'est un mécanique, c'est un outil probabiliste. Il y a un risque de dépendance. Ça, c'est une autre critique qui est complètement justifiée. Évidemment, l'intelligence artificielle étant bien avancée, bien performante, elle est capable de répondre à beaucoup de questions.
Et donc, on peut imaginer que l'homme aimant la facilité, il va de plus en plus faire appel à l'intelligence artificielle pour prendre des décisions, pour penser à sa place, etc. Il y a à ce sujet un très bon livre que vous connaissez tous qui s'appelle La planète des singes de Pierre Boulle, qui a été écrit en 1963. Et donc, vous connaissez probablement au moins les films pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Et c'est un livre qui est extrêmement intéressant parce que dans la planète des singes, avant que les singes prennent le pouvoir, c'était les hommes qui avaient pris le pouvoir. Et vous savez comment les singes ont pris le pouvoir? Ils n'ont pas pris le pouvoir par la force. Hein, il décrit ça très bien dans le livre. Je ne crois pas que dans les films, ça soit aussi bien décrit. Il dit, à plusieurs passages, il dit en fait, les singes, on s'en est servi pour d'abord faire des tâches ménagères. Et puis petit à petit, on leur a donné de plus en plus de choses jusqu'à penser par nous-mêmes. Et en fait, ils ont pris le pouvoir sans combat. Ça a été fait naturellement parce que on est devenu de plus en plus feignants. Les hommes sont devenus de plus en plus feignants, ont eu de moins en moins la volonté de penser par eux-mêmes. Et donc, les singes ont pris le pouvoir. Et donc, on pourrait tout à fait imaginer, transposer cette fiction de 1963 à ce qui se passe aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, parce qu'évidemment, si on donne toutes les décisions à l'intelligence artificielle, finalement, que va-t-il rester à l'homme? Est-ce que l'homme va continuer à vouloir penser par lui-même? Et donc, c'est ce risque de dépendance qui est certain et qui est encore plus problématique pour des élèves, pour des jeunes élèves ou pour des enfants, des adolescents, qui sont encore moins formés et ont encore plus besoin de cette capacité de penser par eux-mêmes. On y reviendra évidemment tout à l'heure. Il y a des risques sociaux et culturels. Évidemment, aujourd'hui, l'intelligence, c'est une intelligence générative, c'est-à-dire capable de créer du contenu. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable de créer plus de contenu que ce que l'homme est capable de lire, d'ingérer. Hein. Donc, évidemment, c'est extrêmement simple de créer de fausses informations, de diffuser sur les réseaux sociaux qui, en plus, par leurs algorithmes, encouragent les choses clivantes, donc ont plutôt tendance à pousser les choses clivantes, eh bien, à créer de la fausse information, de la désinformation, et c'est un enjeu pour les démocraties, c'est un enjeu pour l'information. Donc ça, c'est la partie des informations. La partie des biais, des stéréotypes, je vous invite, pour ceux qui utilisent l'intelligence artificielle et qui sont capables de faire des images, donc par exemple Google et avec Gemini est capable de faire des images, je vous invite à poser la question, fais-moi l'image d'un président directeur général d'une grande compagnie américaine. Et vous allez voir que ça va être assez vite fait. Il va faire un homme blanc en cravate, voilà, bien habillé en cravate. Et c'est normal. C'est normal. Alors, ce n'est pas normal que ce soit ce stéréotype-là, mais c'est normal qu'il fasse cette figure-là, cette image-là, même s'ils ont peut-être modifié les choses depuis, je n'ai pas vérifié, parce que justement, ils essaient de combattre ces stéréotypes. Mais pourquoi la réponse à cette question, un PDG d'une entreprise américaine, c'est un homme blanc? Parce que si vous allez sur Internet et que vous prenez toutes les images dans les stocks d'images des PDG des entreprises américaines, vous allez trouver des hommes blancs. Donc, de façon probabiliste, encore une fois, lui, il raisonne en probabilité, il va donner ce stéréotype-là. Bon, évidemment, ça n'engage pas les gens qui ne sont pas des hommes blancs à se voir et à s'imaginer en tant que PDG, et donc ça amplifie le stéréotype. Et puis, il y a une homogénéisation culturelle. Je vous l'ai dit, la base de travail de l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des données d'Internet. Et il se trouve que l'ensemble des données d'Internet, majoritairement, ce sont des données occidentales anglophones. Hein. Donc, il y a des linguistes aujourd'hui qui ont fait des études assez récentes sur la façon d'écrire des intelligences artificielles. Et en fait, ils remarquent que la construction des phrases en français de l'intelligence artificielle reprennent un petit peu des structures anglaises, anglophones en tout cas. Et donc, probablement, si tout le monde se sert de l'intelligence artificielle pour créer du contenu en français, la langue française va être modifiée et va plutôt aller vers une structure anglophone. Hein, ça serait l'intelligence artificielle se comporte finalement comme un natif anglophone qui parlerait parfaitement français, mais sa structure de base et sa façon de penser, sa façon de dénoncer les choses, elle est anglaise, donc la structure de phrase est anglaise. Là encore, parce qu'elle prend ces données
dans plutôt des bases anglophones. Et puis ensuite, il y a des risques sociétaux et environnementaux, bien sûr. Bon, voilà, vous entendez tous, c'est quelque chose qui va être de plus en plus important, que beaucoup de secteurs vont être touchés par l'intelligence artificielle, au sens où beaucoup de métiers vont évoluer, qu'il va y avoir des gains de productivité, que probablement ça va entraîner, je dirais, une transformation du marché du travail. Et il est certain que cette transformation-là risque d'être plus rapide, c'est-à-dire que l'intégration de l'intelligence artificielle pour les gains de productivité risque d'être très rapide par rapport à la capacité du marché du travail à évoluer. Et donc, la transition risque d'être très compliquée, avec probablement un taux de chômage qui va augmenter dans à peu près tous les pays développés, et donc des choses à gérer d'un point de vue sociétal assez important. Il y a évidemment des enjeux de dépendance. Ça ne vous a pas échappé que l'intelligence artificielle, c'est très, très principalement les États-Unis et la Chine. Et donc, on a une dépendance, surtout, ça se voit aujourd'hui, quand on a des rapports un petit peu compliqués avec les États-Unis, on comprend bien que cette dépendance technologique, elle va s'amplifier avec le développement de l'intelligence artificielle. Et puis, il y a des sujets environnementaux. Alors, c'est des sujets, je dirais, environnementaux. C'est quelque chose qui, pour le coup, est beaucoup repris, notamment par les écologistes. La réalité, c'est que ce sont des enjeux qui vont avoir, qui sont réels. Je veux dire, il y a des consommations d'eau, il y a des consommations électriques qui sont liées à l'intelligence artificielle. Mais il faut savoir quand même, je dirais, voir de quoi on parle. La consommation mondiale d'eau douce de l'ensemble des data centers, c'est à peu près 0,01% par rapport à la consommation mondiale. Donc, bien sûr que l'usage de l'intelligence artificielle va amener une croissance exponentielle de la consommation d'eau et de la consommation électrique, mais on est encore dans des taux, je dirais, qui ne sont pas les enjeux majeurs. Si je devais classer les risques, pour moi, le risque le plus grand et le plus présent et le plus brutal, c'est la transformation du marché du travail, qui va avoir lieu dans les prochains mois ou les prochaines années. Et on le voit déjà aux États-Unis avec certaines sociétés. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que je n'ai pas une vision idéale de l'intelligence artificielle. Il y a plein d'enjeux, et notamment dans l'éducation, on va en parler juste après. Mais voilà, il faut en avoir conscience. Il va falloir les traiter, ces difficultés-là. Mais l'intelligence artificielle, c'est aussi une révolution, ce qu'on appelle une révolution anthropologique. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas Elon Musk ou ce n'est pas Sam Altman de OpenAI, c'est le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geoffroy. Il dit, dans une lettre qu'il a envoyée en janvier dernier lors de la journée de l'éducation, il a envoyé ça à tous les professeurs de France, il dit il y a 3 révolutions importantes au niveau de l'écriture. Il dit la première révolution, c'est l'invention de l'écriture. La deuxième révolution, c'est l'invention de l'imprimerie. Et la troisième révolution, c'est l'intelligence artificielle, qui est le premier outil qui est capable de créer du contenu de façon autonome. Voilà. Et quand on sait à quel point le ministre de l'Éducation nationale n'est pas quelqu'un qui anticipe les tendances, qui est quelqu'un qui n'est pas forcément technophile, etc., si même le ministre de l'Éducation nationale en France emploie ce vocabulaire-là en direction des professeurs, je pense qu'on peut s'y attarder et penser qu'en effet, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est une vraie révolution. Et ce n'est pas seulement une révolution technologique, c'est une révolution anthropologique parce que ça va changer, ça va bouleverser beaucoup de choses, et notamment notre société, notre condition d'homme même. C'est-à-dire que les questions qu'on a abordées juste avant sur finalement, est-ce qu'on ne va pas être dépendant d'un outil qui va penser pour nous, ça dépasse la révolution technologique. C'est plus une notion de philosophie même, et de positionnement philosophique. Donc, pourquoi c'est une révolution qui dépasse encore une fois les révolutions précédentes? Je vous donne quelques exemples là. Moi, le plus frappant, c'est le domaine de la santé, de la science et de la santé. Alors peut-être que vous ne le savez pas, mais en 2024, il y a 2 prix Nobel en physique et en chimie qui n'ont pas été attribués à des physiciens et des chimistes. Ils ont été attribués à des laboratoires de Google. Et plus précisément, ils ont, pour la chimie en tout cas, ça a été attribué au projet AlphaFold,
qui est géré par Demis Hassabis, qui est le directeur général de DeepMind, qui est une filiale de Google, et qui a créé AlphaFold, donc qui est une intelligence artificielle qui est capable de prédire la forme 3D des protéines à partir de leur séquence d'acides aminés. Alors, ne croyez pas que je suis un spécialiste de la chose, hein, j'ai appris ça par cœur parce que je ne comprends pas ce qu'il y a derrière. Ce que je sais, c'est que le fait, ce que j'ai compris en tout cas, c'est que le fait de connaître la forme en 3 dimensions des protéines permet derrière de créer des médicaments. Et d'ailleurs, ils auraient pu vendre cette licence-là aux grands laboratoires pharmaceutiques et ils ont décidé de le rendre ouvert à tout le monde. Et comme ils l'ont rendu ouvert à tout le monde, ce AlphaFold qui est capable de déterminer des séquences ou des formes de 3D de protéines, eh bien, il y a quelque chose qui est sorti il y a quelques jours, qui va probablement être repris dans les journaux très très rapidement. Je vous donne cette anecdote parce qu'encore une fois, ça vous donne à quel point il y a une révolution qui est en train de se passer. Un Australien qui était un entrepreneur dans la tech, mais ce n'est pas un médecin, hein, il n'a pas fait d'études de médecine ou même d'intelligence artificielle. Il est allé voir AlphaFold et il a dit, voilà, mon chien a un cancer, voilà, il a pris une prise de sang et voilà, à partir de cette prise de sang, on va trouver ce qu'il faut, donc j'imagine les protéines. Et avec ChatGPT et AlphaFold, ils ont créé un vaccin qu'il a fait faire et qu'il a administré à son chien. Et ce vaccin a parfaitement fonctionné. Donc, c'est pour vous donner à quel point on est dans une nouvelle ère. Alors, évidemment, pour les humains, ça prendra beaucoup plus de temps parce qu'il y a tous les essais cliniques qui vont avec, etc. Mais aujourd'hui, avec 2 outils d'intelligence artificielle, on est capable de créer un vaccin qui guérit un cancer, évidemment, parce qu'on a précisément le type de cancer et quel médicament va être capable de traiter ce cancer-là. Donc, c'est absolument vertigineux. Et c'est pour ça donc que Demis Hassabis, qui est encore une fois un employé de Google, a eu le prix Nobel de chimie avec d'autres. Mais encore une fois, ce sont des gens qui ont travaillé sur des modèles d'intelligence artificielle pour vous donner la dimension de à quel point l'intelligence artificielle est en train de révolutionner la recherche. C'est aussi en train de révolutionner la recherche en mathématiques. Je pourrais vous en parler pendant très longtemps, je vais passer. Mais voilà, c'est vraiment des choses qui révolutionnent complètement la notion même de recherche, d'université de recherche. Bon, des choses plus terre à terre et que vous avez probablement l'habitude. Aujourd'hui, coder a été complètement révolutionné avec l'intelligence artificielle. Tout le monde est capable aujourd'hui d'utiliser l'intelligence artificielle pour mieux rédiger plus rapidement, etc. En tout cas, potentiellement, d'organiser ses tâches, d'illustrer, de faire un schéma, d'illustrer un processus, de faire l'analyse et de pouvoir analyser, par exemple, entre 2 textes, qu'est-ce qui a changé et quelle est la différence. Voilà, toutes ces choses-là qui sont aujourd'hui à la portée de tous. Il y a évidemment, et ça c'est un peu plus en rapport avec notre sujet du jour, l'accès à la connaissance. Évidemment, aujourd'hui, si vous avez un texte que vous ne comprenez pas ou un document que vous ne comprenez pas, l'intelligence artificielle vous l'explique. Il suffit de donner à l'intelligence artificielle la consigne « explique-moi comme si j'avais 10 ans » et il va vous l'expliquer d'une façon complètement accessible, n'importe quelle difficulté, quelque chose de n'importe quelle difficulté. Bon, évidemment, la traduction, synthétiser une note, faire de la recherche documentaire, recouper des sources. Là aussi, la notion de source, c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus importante. Et évidemment, l'intelligence artificielle peut aussi aider à aller chercher des sources. Bon, vous voyez que, encore une fois, l'intelligence artificielle, c'est une révolution. Je pense que vous l'avez entendu et peut-être vous comprenez mieux pourquoi. Et c'est une révolution qui a une adoption massive. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune technologie dans l'histoire de l'humanité qui a une adoption aussi rapide. C'est aussi simple que ça. Pour vous donner une idée, il a fallu 2 mois à ChatGPT pour avoir 100 millions d'utilisateurs. Il a fallu, pour avoir le même nombre d'utilisateurs, il a fallu 4 ans et demi à Facebook. Donc, on est dans une adoption complètement massive. Les appareils Samsung vont tous utiliser des outils d'intelligence artificielle. Alors là, ce n'est pas exactement du ChatGPT, mais voilà, ce sont des choses qui sont basées sur les modèles d'intelligence artificielle. 40% des apps que vous avez dans votre téléphone vont utiliser l'intelligence artificielle à la fin de l'année. C'était 5% l'année dernière. Donc, vous voyez, là, aujourd'hui, on est dans une adoption et une utilisation de l'intelligence artificielle qui est massive.
Et puis, alors là, pour le coup, lui a un biais, hein, le directeur général, le président directeur général de Microsoft, qui indique qu'on aura un compagnon, nous aurons tous un compagnon IA dans 5 ans. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire une intelligence artificielle, une app ou que sais-je, qui sera capable de savoir tout de vous, votre passé, ce que vous devez faire, et évidemment qu'à 17h30, il ne faut pas oublier d'aller chercher son enfant à l'école. Et que si vous ne partez pas dans les 5 prochaines minutes, vous allez être en retard. Et qu'en particulier, la ligne L est en difficulté, donc il vaut mieux prendre le taxi. Voilà, c'est ça qu'il veut dire par un compagnon IA, donc c'est quelque chose d'assez vertigineux, qui va nous libérer la charge mentale, évidemment, et ça a d'autres implications que je vous laisse imaginer. Alors, c'est une adoption sans précédent, mais évidemment, il y a un sujet générationnel, hein, et particulièrement dans le milieu de l'éducation. En février 2025, le ministère de l'Éducation nationale disait que moins de 20% des professeurs utilisaient l'intelligence artificielle. On parle évidemment de l'ensemble des professeurs, donc des professeurs de l'éducation nationale, voilà, d'enseignement public principalement, alors que leurs élèves, alors là, ce sont des étudiants britanniques pour cette étude-là, mais vous en avez une autre aux US qui est plutôt chez les ados et qui dit que 70% des élèves aux États-Unis qui ont moins de 18 ans utilisent l'intelligence artificielle. 92% des Britanniques qui sont à la faculté utilisent l'intelligence artificielle. Bon, la réalité, je peux vous le dire, puisque en travaillant dans l'intelligence artificielle, j'ai fait des workshops avec des lycéens il n'y a pas très longtemps, dans des classes on ne peut plus classiques. Et on a posé la question à chaque fois, dans chaque classe, levez la main si vous utilisez l'intelligence artificielle pour faire vos devoirs. Et dans toutes les classes, on a peut-être testé 50 élèves. Sur les 50 élèves, les 50 utilisaient l'intelligence artificielle. Il n'y en a pas 49, il y en a 50. Hein, donc, pour vous dire que l'intelligence artificielle, même si c'était sur des lycéens, je pense qu'à partir de la 4e, on peut considérer que c'est à peu près la même chose. Les élèves utilisent l'intelligence artificielle à la maison. Et on a même fait, et je vous le décrirai tout à l'heure, des workshops qui font assez peur dans l'usage de l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, il y a une adoption qui est massive. C'est inéluctable, à mon avis, c'est que c'est inéluctable. Il y a encore des courants de pensée qui disent, mais pourquoi on ne refuse pas l'intelligence artificielle? Alors, ça peut tout à fait être jouable au niveau d'un pays, mais ça, c'est mon point de vue qui parle. Si on fait ça, on s'isole du monde, quoi. On ferme les frontières et on vit entre nous et on arrête tous les échanges internationaux. Et là, en effet, c'est possible. Si on refuse cette possibilité-là, l'intelligence artificielle, c'est un outil qu'on va utiliser, que nos enfants et nous-mêmes allons utiliser tous de fait très très vite. Donc, quelles conséquences immédiates pour l'éducation? Donc là, on parle d'aujourd'hui, hein, de ce qu'on doit faire maintenant compte tenu de ce nouveau contexte, voilà, en tant que professeur, en tant qu'élève, en tant que famille. Alors, déjà sur les professeurs, l'arrivée de l'intelligence artificielle, encore une fois, va faire des gains de productivité dans tous les secteurs et chez les professeurs en particulier. Ça, c'est une donnée, j'avais du mal à y croire, et pourtant, c'est quelque chose, c'est une étude qui est assez sérieuse, qui a été faite chez 2232 enseignants, dans ce qu'on appelle le K-12. Alors, c'était chez des, je ne sais plus si c'est des Britanniques ou US, je ne sais plus, je crois que c'est US. K-12, ça veut dire enseignement collège-lycée, hein, c'est ça que ça veut dire. Et donc, parmi les professeurs qui utilisaient régulièrement l'intelligence artificielle, c'est-à-dire au moins une fois par semaine, ils déclarent, alors c'est du déclaratif, ils déclarent gagner à peu près 6 heures de temps de travail. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle leur fait gagner 6 heures d'efficacité. Ça ne veut pas dire qu'ils travaillent 6 heures de moins, ça veut simplement dire qu'ils consacrent ces 6 heures à faire autre chose. Hein, donc, c'est énorme, évidemment, 6 heures par semaine fois le nombre de semaines dans l'année, vous imaginez le gain de productivité. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui doit être utilisé par les professeurs. 6 heures par semaine, qui est probablement pour des tâches très répétitives, c'est quelque chose qui peut être réutilisé ensuite auprès des élèves, auprès voilà, pour mieux travailler ses cours, pour pouvoir mieux différencier, etc. Donc, comment on peut imaginer le professeur aidé par l'intelligence artificielle, augmenté par l'intelligence artificielle? Donc, voilà quelques cas d'usage, hein, encore une fois, qui sont des cas assez génériques.
Donc d'abord, dans le métier de professeur et dans le temps passé par le professeur, une grande part de son temps est consacrée à générer sa séance, créer sa séance, faire sa séance. Hein. Dans l'élémentaire, typiquement, moi je suis toujours assez bluffé quand je vois nos professeurs d'élémentaire, ils ont programmé leur séance heure par heure, pendant toute la semaine. Et donc ça prend un temps fou. Et même à l'intérieur des heures, ils ont créé des plans de travail, ils ont adapté des choses en fonction des profils des élèves. Voilà, ça, c'est vraiment un temps très important de préparation que font tous nos professeurs et tous les professeurs en général. Donc, évidemment, l'intelligence artificielle est capable d'aider à aller plus vite. Ça ne va pas remplacer le professeur pour faire ça, mais ça va permettre d'analyser, de donner des conseils, de regarder s'il n'y a pas des oublis en termes d'horaire pour les disciplines, etc., de donner des idées, etc. Donc, pour la création de séquences pédagogiques, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est très efficace. Pour la différenciation aussi, la différenciation, c'est-à-dire le fait d'adapter les exercices au niveau de chaque élève. À IFEA, au collège IFEA de Clichy, on a un professeur qui a 5 niveaux de langue, hein, ça c'est quelque chose que j'ai vu. Donc en 6e, il y a en effet des élèves qui viennent d'arriver à IFEA et ont un niveau de langue qui est un peu plus élaboré que le niveau de l'éducation nationale, mais à peine. Il y a des élèves qui reviennent d'expatriation et ont un très bon niveau d'anglais. On a des élèves qui sont natifs anglais, puis on a des élèves qui suivent le programme d'IFEA depuis le CP. Évidemment, ça fait des niveaux de langue assez différents. Bon, ces 4 niveaux de langue, c'est complètement ingérable pour un professeur d'anglais de les gérer de la façon la plus parfaite possible. Sauf qu'avec l'intelligence artificielle, ce professeur-là n'a aucune difficulté. Parce que l'intelligence artificielle, à partir d'un schéma, d'une thématique du cours, est capable de donner des différenciations, des niveaux de difficulté qui gardent la même trame du cours, qui gardent les mêmes objectifs, mais évidemment avec des objectifs adaptés et des contenus qui sont adaptés au niveau de langue. Donc ça, c'est quelque chose qui, encore une fois, sans intelligence artificielle, est complètement impossible et ne se fait pas. Même chose, créer une évaluation, c'est quelque chose qui est très long, pardon. Donc là aussi, l'intelligence artificielle aujourd'hui, à partir du moment où on lui donne quelle est la thématique, quels sont les exercices qui ont été faits en classe et quel type d'évaluation on veut pour quel temps, l'intelligence artificielle est capable de faire ça assez facilement. Encore une fois, ça demande une certaine formation, mais aujourd'hui, on le fait. Et puis, même chose, si on veut créer des fiches de révision, si on veut, par exemple, vous savez, créer une synthèse. Ça, c'est quelque chose que Mme Garès fait beaucoup, par exemple, une fiche où on dit, elle explicite vraiment toutes les notions que l'élève doit savoir. Tu dois savoir faire ça, et à telle notion, ben, il y a cet exercice-là qui est associé, etc. Bon, ben, ça, c'est quelque chose que l'intelligence artificielle fait très bien, de pouvoir faire la synthèse des cours et de pouvoir mettre en avant quelles sont finalement les méthodes et les savoir-faire et les exercices associés. Hein, donc là aussi, l'intelligence artificielle fait gagner énormément de temps. Alors évidemment, l'intelligence artificielle ne va pas remplacer le professeur. J'en parlerai tout à l'heure, donc je ne vais pas aller plus loin que ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui et dans un avenir proche, l'intelligence artificielle ne pourra pas faire. Et moi, ma conviction, c'est que l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer le prof. Mais on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Donc voilà ce que ça change, si vous voulez, pour le professeur. L'intelligence artificielle, c'est un outil qui permet d'aller plus vite, d'être plus efficace, de passer plus de temps pour la différenciation, etc. Alors maintenant, qu'est-ce que ça change pour les élèves? Alors, bon, déjà, au sein de l'école, pas grand-chose. Hein. Vous verrez que nous, notre politique sur l'intelligence artificielle à l'école, elle est assez claire. Et je dirais que, bon, voilà, ça ne change pas diamétralement la façon de faire quand on a des élèves dans une classe et un professeur devant eux. On ne va pas changer nos méthodes avec tout le monde devant un ordinateur et une intelligence artificielle qui parle à l'élève. Hein. Ce n'est pas prévu ni pour aujourd'hui ni pour demain. Donc, je dirais que dans la classe, pas grand-chose. Par contre, le travail à la maison, lui, il est déjà complètement bouleversé. Et même, moi, je dis que le travail à la maison, il doit être repensé. Alors, rassurez-vous, pour les parents d'élèves d'IFEA que j'ai en face de moi, ça a déjà été pensé et la plupart des professeurs aujourd'hui ont déjà une façon de penser différemment le travail qui est donné à la maison. C'est loin d'être le cas dans l'éducation nationale pour donner cet exemple-là, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut repenser de fond en comble les choses. Pourquoi?
Parce qu'aujourd'hui, et là, je peux vous donner l'exemple que je vous ai teasé un petit peu tout à l'heure. On a fait donc avec ma société, on a fait des workshops avec des lycéens et ils avaient à faire donc un exercice de mathématiques qui avait été donné par leur professeur et ils étaient devant nous, donc on regardait ce qu'ils allaient faire et on leur a dit vous êtes en conditions réelles, vous considérez que vous êtes chez vous, vous avez à votre disposition tout ce que vous voulez et vous avez à faire cet exercice, à vous de jouer. Et donc, on a fait ce test-là auprès d'une dizaine de lycéens. Les 10 lycéens ont fait exactement la même chose. Ils ont commencé à lire l'énoncé, il y avait une dizaine de lignes dans cet énoncé-là. Ils arrivent à la première question, ils lisent la première question, et au bout de 5 secondes, et je vous garantis que je ne vous mens pas, c'est vraiment 5 secondes, on avait un chronomètre, ils prennent tous leur téléphone portable, ils prennent tous en photo l'exercice, et ils demandent tous à ChatGPT, OK, donne-moi la réponse. Et le travail consiste pour ces élèves-là à lire la réponse de ChatGPT et à réécrire en essayant de comprendre plus ou moins ce qui a été écrit par ChatGPT. Alors évidemment, on ne parle pas de quelque chose qui se passe à IFEA, hein, ce n'est pas du tout ça aujourd'hui la façon de faire, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui dans tous les lycées, même à l'université en France et dans la plupart des pays. Aujourd'hui, quand tous les élèves vous disent on utilise l'intelligence artificielle pour faire nos devoirs à la maison, voilà comment ils utilisent l'intelligence artificielle pour faire leurs devoirs à la maison. Ce qui est catastrophique. Ce qui est catastrophique parce que dans l'apprentissage, le moment important, c'est la confrontation à la difficulté. C'est le moment où vous allez chercher dans votre cerveau les idées, les connaissances dont vous avez besoin à utiliser, à mettre ensemble, à organiser pour pouvoir répondre à votre exercice. Dans ce que je vous ai décrit par ces lycéens, jamais ils ne font ce processus-là. Et en réalité, il y a déjà des études qui sont sorties, donc une l'année dernière, en fin d'année dernière, par le MIT, qui montrent que les élèves qui utilisent ChatGPT pour faire leurs devoirs ont une baisse de leur activité cérébrale et ont une baisse de leur pensée critique et une baisse de leurs résultats scolaires. Voilà, donc c'est très net et c'est normal. Encore une fois, je pense que vous avez tout de suite compris la façon dont je décris les choses. Voilà, donc ça veut dire concrètement que d'une part, il faut repenser le travail à la maison et d'autre part, il faut donner un cadre, il faut faire attention parce que si les élèves font ce que j'ai décrit et continuent à faire ce que j'ai décrit, ils vont baisser en performance, ils vont baisser en capacité cognitive. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut arrêter de penser que faire l'exercice, c'est l'objectif. Parce que si l'objectif, c'est de faire l'exercice, ChatGPT le fait finalement quand il revient en classe et que l'exercice est fait, le contrat est rempli. Alors que ce n'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de faire l'exercice. L'objectif, c'est de faire l'exercice pour savoir refaire. C'est-à-dire qu'il doit être en capacité, s'il a un exercice similaire qui lui est donné en classe ou ensuite à la maison, de pouvoir le refaire. Parce qu'il est allé chercher, il est allé voir son cours, et il a toutes les techniques et tous les savoir-faire pour pouvoir faire l'exercice. Ça veut dire évidemment qu'il faut faire attention à ce que les exercices soient bien calibrés, hein, bien entendu, il faut qu'ils soient accessibles pour les élèves. S'il est trop dur, forcément, le contrat est rompu, et donc il va devoir demander de l'aide, et donc il va devoir utiliser l'intelligence artificielle, etc. Et donc, une des choses, par exemple, concrètes que font certains professeurs, dont Madame Garès, c'est pas parce qu'elle est là que je la donne en bon exemple, hein, mais pour le coup, elle a bien réfléchi à ces questions-là. Madame Garès, quand elle donne un exercice, souvent elle donne la correction avec. Ce qui veut dire tout de suite, et elle explique évidemment que le sujet n'est pas de faire l'exercice puisqu'il y a la correction. Ça ne sert à rien de revenir avec l'exercice fait. La réponse a été donnée. L'objectif, c'est de faire l'exercice vraiment. Et si jamais on n'y arrive pas, on peut se faire aider un petit peu par la correction, puis on reprend l'exercice si on le fait. Et puis on peut s'entraîner même sur un exercice similaire qui a été proposé. Vous voyez, c'est une autre façon de repenser le travail à la maison. De la même façon, évidemment, il est impensable aujourd'hui de donner des devoirs notés à la maison. Alors, je vous avoue que c'était déjà compliqué quand on avait une disparité entre les élèves. Certains élèves qui pouvaient se faire aider par leurs parents, d'autres pas. Certains avaient des profs particuliers, d'autres pas. Donc, il y avait déjà une incohérence quelque part quand on donnait du travail à la maison noté. Mais bon, c'était au moins une motivation pour les élèves de le faire. Mais maintenant que tous les élèves ont un professeur particulier à disposition 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à la maison, là, on encourage clairement l'usage de l'intelligence artificielle de façon irraisonnée.
Donc, voilà, il faut, encore une fois, il est possible de noter, mais il faut noter différemment. Voilà, il y a plein de stratégies à mettre en place. Et puis, évidemment, il faut que les parents ou les personnes qui s'occupent des enfants quand les enfants font leurs devoirs, il faut qu'il y ait une personne qui soit là et qui sache quoi faire si l'élève demande est-ce que je peux utiliser l'intelligence artificielle? On en reparlera à la fin. Voilà. Donc, l'objectif, évidemment, c'est comme toujours de définir un cadre d'utilisation clair à l'école et à la maison, et je détaillerai ça un petit peu plus tard. Donc, c'est évidemment un risque pour nos élèves, l'intelligence artificielle, mais c'est aussi un atout. Comme pour les profs, voilà, l'intelligence artificielle, ça peut être aussi un formidable atout. Je le disais, tout le monde n'a pas la chance d'avoir la possibilité de se faire aider quand on est à la maison, parce que ses parents ne sont pas là, etc., parce que ses parents sont incapables d'aider l'élève quand il fait des mathématiques. L'intelligence artificielle, c'est la possibilité de se faire aider, voilà, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Encore faut-il, évidemment, poser les bonnes questions, savoir comment faire pour se faire aider et pas encore une fois, être passif. Mais c'est la possibilité d'avoir un tutorat personnalisé. Il y a de plus en plus de sociétés qui travaillent sur ces questions-là, comment créer des tutorats personnalisés pour que l'élève puisse se faire aider, puisse avoir des exercices adaptés, mieux comprendre et avoir de meilleures notes. C'est exactement sur quoi je travaille aujourd'hui avec Minditech, faire un tutorat personnalisé pour permettre à tous les élèves, même aux familles les plus modestes, d'avoir une aide extrêmement efficace pour tous les élèves à la maison. Évidemment, c'est la possibilité de faire des révisions, de générer des quiz, d'être plus efficace dans son travail à la maison pour pouvoir préparer notamment ses évaluations. C'est pour les élèves qui ont envie d'aller plus loin, c'est aussi la possibilité de pratiquer du code, d'apprendre une langue étrangère, d'explorer de nouveaux sujets. Voilà, c'est aussi une chance et une ouverture vers ce sujet-là. Et puis c'est aussi la possibilité de travailler son orientation, etc. J'avance un petit peu parce que j'ai encore quelques slides et si je veux vous laisser des questions, il faut que j'avance. Donc, finissons, si vous voulez, par la vision IFEA face à l'intelligence artificielle. Et là aussi, je vais essayer d'être un peu plus pratique, si vous voulez, et de vous dire un petit peu voilà, comment on envisage les choses, nous, au sein des écoles IFEA. Donc, la première idée, c'est que l'ère de l'intelligence artificielle ne demande pas moins, mais plus d'intelligence humaine. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple concret qu'on voit aujourd'hui, ceux qui travaillent dans la tech l'ont probablement remarqué. Vous savez, aujourd'hui, les développeurs sont ceux qui utilisent le plus l'intelligence artificielle. Ils sont connectés à une intelligence artificielle à tous les moments quand ils codent. Eh bien, ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, ce qui pâtit le plus sur le marché du travail de l'intelligence artificielle, ce sont les développeurs qui sont peu avancés, qui ont le plus faible niveau. Pourquoi? Parce que ceux qui sont les plus performants, eh bien, multiplient quelque part leur capacité, leur potentiel, parce qu'ils vont aussi mieux se servir de leur savoir, de leur capacité d'architecture, logiciel, j'entends. Et donc, finalement, ceux qui aujourd'hui ont des risques de perdre leur emploi, c'est plus ceux qui ne sont pas les plus avancés que ceux qui sont très avancés. Ceux qui sont très avancés utilisent d'autant mieux l'intelligence artificielle et voilà, ils vont encore plus facilement, je dirais, trouver où travailler et puis, encore une fois, multiplier leur capacité. Donc, voilà, mon avis, c'est qu'on a encore plus besoin d'intelligence humaine qu'avant. La deuxième chose, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle ne va pas remplacer le professeur. Jamais. Pour moi, le professeur, ça va être l'architecte d'un système où on va avoir de l'humain et de l'intelligence artificielle. Pour moi, le professeur va être le garant de la construction des savoirs, c'est-à-dire que c'est lui qui va faire le programme, c'est lui qui va s'assurer que l'élève avance dans la bonne direction, atteint les objectifs de son âge, voire les dépasse, etc. C'est lui qui va être aussi garant de l'interaction humaine, évidemment, parce que quand on parle d'intelligence artificielle, il n'y a pas d'interaction humaine avec l'intelligence artificielle. Et donc, forcément, ça va être le référent. Et l'interaction humaine, elle est essentielle parce que l'interaction humaine, elle est absolument indispensable pour le développement des compétences psychosociales. Elle est absolument indispensable pour la motivation, qui est un levier énorme pour pouvoir apprendre. Et aujourd'hui, c'est compliqué pour une intelligence artificielle de créer la motivation. Et elle ne sera jamais aussi efficace qu'un humain qui connaît l'élève,
qui est capable de jouer sur son affect. L'interaction humaine, ça joue sur la résilience, hein, le fait que, ben oui, c'est dur, l'élève en face de moi, il a des difficultés, il est découragé, peut-être, je suis là pour lui donner peut-être des choses un peu plus accessibles, pour l'encourager, pour lui dire qu'il progresse, pour lui donner du recul. C'est aussi le professeur qui va travailler sur le développement du jugement éthique. Hein, on ne va pas laisser, en tout cas mon avis, c'est qu'il ne faut pas laisser l'intelligence artificielle former nos élèves à devenir des citoyens. Je ne laisserai pas ça, c'est un avis personnel, mais je ne laisserai pas ça à l'intelligence artificielle. Donc la place du professeur, elle est toujours aussi indispensable, mais encore une fois, son rôle va probablement muter. Hein, ça, c'est absolument certain. Et enfin, et ça, c'est la continuité finalement du point de vue des écoles IFEA, c'est que nos élèves doivent maîtriser toutes les dimensions de l'outil d'intelligence artificielle. Si vous êtes là, c'est que vous êtes parent d'élèves des écoles IFEA et que vous acceptez le fait que finalement, les missions des écoles IFEA, c'est de former de futurs adultes épanouis dans le monde du XXIe siècle qu'ils contribueront à bâtir. Hein. Ça, c'est la mission des écoles IFEA. Et c'est pour cela qu'en 2020, on avait déjà dit que l'outil informatique, pas l'outil intelligence artificielle qui n'existait pas encore, mais l'outil informatique devait être intégré à l'apprentissage des élèves et devait être utilisé à bon escient en utilisant toutes ses capacités, tout son potentiel. Donc évidemment, ce point de vue-là, il doit être continué avec l'intelligence artificielle et évidemment, nos élèves, vos enfants, vont travailler avec l'intelligence artificielle. Donc il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils maîtrisent, il faut qu'ils connaissent aussi les risques, il faut qu'ils connaissent les limites, mais il faut qu'ils connaissent le potentiel, qu'ils soient en capacité de s'en servir. Alors là, on est dans les choses on ne peut plus concrètes. L'IA à la maison. L'IA à la maison, de notre point de vue, ça devrait être interdit pour les élèves d'élémentaire sans accompagnement adulte, hein, évidemment. L'adulte doit être présent et ne pas laisser l'intelligence artificielle générative en face d'un élève, d'un enfant qui est tout seul devant cet outil-là. Voilà, je dirais que c'est la même chose que devant Internet, hein, quelque part, hein, ça ne change pas grand-chose. Et au collège, notre avis, c'est plutôt de se dire que oui, l'intelligence artificielle peut aider. Hein. Alors évidemment, il faut l'autorisation des parents, et puis encore une fois, il faut être dans un cadre clair. L'intelligence artificielle peut être une bonne chose si l'élève n'arrive pas, par exemple, à faire son exercice, qu'il a relu tout son cours, qu'il a fait tous les exercices similaires, et qu'il n'arrive toujours pas à avancer, qu'il est bloqué. Évidemment, s'il est bloqué, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ferme son cahier et qu'il rentre en classe sans avoir fait son exercice? Non, dans ce cas-là, il vaut mieux qu'il pose des questions à l'IA. Encore faut-il savoir ce que ça veut dire poser des questions. Et puis, évidemment, pour les élèves qui n'ont pas de difficultés, mais qui, au contraire, veulent aller plus loin, l'intelligence artificielle, c'est un excellent outil pour un collégien. Hein, ça permet d'aller plus loin. C'est une connaissance encyclopédique. Encore une fois, encore faut-il savoir s'en servir. Alors, les décisions pour les écoles IFEA, compte tenu de tout ce que je viens de vous dire, déjà, tous nos professeurs pour la rentrée 2026 auront un compte Gemini Pro. Vous savez que nous, on travaille la suite Google Workspace, donc ils auront un compte Gemini Pro, c'est-à-dire concrètement, ils auront une intelligence artificielle et des outils d'intelligence artificielle les plus élaborés, notamment dans la suite Google. Il y a un outil qui est formidable à la fois pour les élèves et les professeurs qui s'appelle Notebook LM et qui peut faire plein de choses et qui aide les élèves. Et l'avantage de cet outil-là, c'est qu'on choisit les sources sur lesquelles on travaille. Donc voilà, donc évidemment, ça sera accompagné d'une formation pour tous les professeurs. Hein, ça aussi, je pense que ça va être compliqué dans certains établissements et dans les établissements publics de former ce million de professeurs à l'intelligence artificielle. Chez nous, en tout cas, dans les écoles IFEA, ça sera fait et ça va démarrer très prochainement. Évidemment, il faut former nos élèves à l'IA, j'en ai déjà parlé. Et comment former nos élèves à l'IA? Encore une fois, à l'école, il n'y a pas d'utilisation d'intelligence artificielle, sauf lors de travaux encadrés. Ça ne veut pas dire d'interdire l'intelligence artificielle, ça veut simplement dire que même si nos élèves possèdent des outils et des ordinateurs, on ne le laisse pas en autonomie, sans contrôle, sans avoir validé que c'était pertinent, un élève travailler avec l'intelligence artificielle. Encore une fois, le risque, c'est qu'ils ne réfléchissent pas, ils utilisent cela comme un solveur, il va donner la réponse et il va écrire la réponse sans réfléchir. Donc, ça demande un encadrement. On va évidemment se servir de l'ensemble des enseignements, l'éducation civique pour parler des fake news,
vérification des sources, les biais dont je vous ai parlé. En sciences, on va plutôt travailler sur la technique de comment formuler les questions. Il y a des techniques à apprendre et on va travailler avec nos élèves là-dessus. Dans les sciences humaines, on peut faire plein de choses avec l'intelligence artificielle, notamment sur les travaux de recherche, etc. Et évidemment, globalement, vous savez qu'on suit le programme de l'éducation nationale, mais on va plus loin dans tout ce qui est sciences et mathématiques. Évidemment, pourquoi? Parce qu'on veut que nos élèves soient les plus avancés en termes de compétences logico-mathématiques et en termes de pensée critique. Évidemment, c'est encore ces compétences-là qui permettent d'être le plus performant avec l'intelligence artificielle. Et donc, ça va contribuer, si vous voulez, à la fois notre enseignement global à ce que nos élèves soient meilleurs avec l'intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle doit aussi permettre de développer ces compétences-là. Pour conclure, donc je vais finir par une autre citation de M. Géreffré, le ministre de l'Éducation nationale, qui dit que l'IA accentue la nécessité d'un adulte formé et critique pour accompagner les élèves. Il parlait évidemment des professeurs. Donc je ne suis on ne peut plus d'accord avec ça. Et encore faut-il évidemment le faire pour de vrai. Et j'espère vous avoir montré que on prend ce sujet-là à bras-le-corps au sein des écoles IFEA. Et puis, pour finir, la phrase de conclusion, si vous voulez, c'est que l'IA est une formidable opportunité pour l'éducation, évidemment, à la condition d'accompagner les élèves avec lucidité et vigilance. Alors, qu'est-ce que j'entends par lucidité? C'est-à-dire que lucidité, ça veut dire qu'il faut être conscient de ce que l'IA peut et ne peut pas faire, qu'elle peut se tromper, qu'elle ne remplace pas la réflexion critique, qu'elle constitue une opportunité de mieux aider nos enfants. Voilà, donc il y a évidemment ces deux facettes-là. Il faut être lucide pour cela. Et puis, il y a la vigilance, parce que la vigilance, encore une fois, je n'oublie pas, et il faut que personne n'oublie que l'intelligence artificielle, c'est aussi une possible perte d'autonomie, de possibles triches, de possibles dépendances intellectuelles, de possibles expositions à des contenus inappropriés, et puis un possible impact négatif sur la capacité d'effort et de raisonnement. Donc, il faut avoir à la fois cette lucidité et cette vigilance. Voilà, je m'arrête là. Ce que je vous propose donc, je stoppe. Voilà, c'est fait. Et je vous propose de répondre à vos questions.